Je m'appelle Teresa Hoy. Mon neveu, Christopher James Hoy, a disparu le 19 mai 2022 à Dixon, dans le Missouri. On ne l'a toujours pas retrouvé. Il est né à Peoria et il a grandi là-bas. Chris est quelqu'un qui gagne à être connu. Quand il était jeune, il était plein d'énergie. Sa joie de vivre était terriblement contagieuse. Il riait tout le temps. Il aimait rendre les gens heureux. Il faisait partie d'une équipe de baseball et il était plutôt bon. Pour se faire un peu d'argent, il livrait des journaux. Plus tard, il s'est lancé dans la construction. Mais dès qu'il sentait qu'on le privait trop de sa liberté, il démissionnait. Il a fini par vouloir trouver une situation plus stable. Il a alors commencé à acheter des biens immobiliers. Ce qu'il aimait faire, c'était les rénover, travailler de ses mains. Il a rencontré une femme dont il est tombé fou amoureux. Ils ont eu 2 enfants. Un jour, il s'est passé quelque chose. Et d'après ce que je sais, elle a filé sans laisser d'adresse. Il a récupéré la garde des 2 enfants et il a commencé une nouvelle vie. La paternité l'avait transformé. C'est là qu'il a rencontré Alicia. Je m'appelle Alicia Hoy. Je suis la femme de Chris. J'ai rencontré Chris dans un bar. Le 3 novembre 2017. J'y avais rejoint une amie pour jouer au billard. Chris était assis au comptoir. Il s'est approché et il m'a demandé comment s'était passée ma journée, ce que je faisais dans la vie, ce genre de choses. On s'est assis et on a discuté. On a parlé de tout et de rien. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui ce soir-là. J'ai très rapidement rencontré ses enfants. Il avait l'air d'être un père gentil et aimant. Il n'a rencontré ma fille Zoé que 4 mois plus tard. Tout est là. Couleurs, puissance, effets sonores. La première fois que je suis allée chez lui, on s'est battu avec des sabres laser dans la salle de jeu de ses enfants. On se jetait des petites mains collantes élastiques. Il s'est moqué de moi parce que j'en avais collé une au plafond. J'y crois pas. Ma mère a tout filmé. Elle riait comme je l'ai rarement entendu rire. C'est pas vrai. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Grâce à Chris, j'ai eu les 2. C'était génial. Ils étaient adorables. On est tout de suite devenus une famille. Je les ai immédiatement aimés. C'était très étrange pour moi d'avoir un nouveau papa, mais j'avais hâte de voir comment ça allait se passer. Il était très ouvert. Il essayait toujours d'être présent pour moi. Ça m'a beaucoup touchée, parce que je n'avais jamais pensé avoir un père un jour, jusqu'à ce qu'il débarque dans ma vie. En avril 2019, on a appris qu'on attendait un enfant. On avait déjà décidé d'une date pour le mariage. Tu enregistres? Oui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un des plus beaux moments de la vie. On a fait une petite cérémonie dans notre jardin avec les enfants. C'est mon cousin qui nous a mariés. Cette alliance symbolise votre union. C'était parfait. Chris était aux anges. Il voulait avoir un autre garçon. Son vœu ne s'est pas réalisé. Mais il aime tous ses enfants de la même manière. Et il était ravi de voir la famille s'agrandir. Quand j'ai rencontré Chris, il était propriétaire de plusieurs biens à Peoria. Il les mettait en location. On a décidé qu'on allait se concentrer sur cette activité. Ça nous assurait un revenu passif. La location en ligne était en plein essor et on gagnait bien notre vie. Puis le Covid est arrivé.
Les États de New York, Californie, Illinois et du Connecticut demandent à tous les employés non essentiels de rester chez eux. Cette mesure touche 75 millions d'Américains. À partir de là, tout s'est cassé la figure. On perdait 10 000 $ par mois. On a pris ensemble la décision difficile de mettre fin à notre activité. On a pris toutes nos affaires et on s'est installé dans le Missouri. On voulait une maison à la campagne avec un potager et des animaux. J'ai toujours voulu avoir des chèvres, et lui aussi. C'était le chapitre suivant de notre histoire. Je m'appelle Andrew Chili, je suis reporter à Rolla dans le Missouri. Depuis la pandémie de Covid-19, énormément de personnes sont venues s'installer dans les Ozarks pour se mettre au vert. Chris faisait partie de cette vague de migration. Ils voulaient avoir un potager et élever des animaux. Je trouvais ça super qu'ils se lancent ensemble dans un projet qui leur tenait à cœur. Ils avaient plein d'idées pour le futur. Je suis restée en Illinois parce que j'avais été acceptée en école d'infirmière. Quand je leur ai rendu visite pour la première fois, ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient construit des enclos pour les animaux. La maison avait déjà meilleure allure que sur les photos. Les enfants étaient surexcités. Ils voulaient me montrer leur chambre et leurs jouets. Ils étaient extrêmement fiers de ce qu'ils avaient accompli. Mais j'ai remarqué que Chris ne semblait pas dans son assiette. Je ne savais pas pourquoi. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a dit « Oh, tu sais, on fait aller ». Il n'était pas comme d'habitude. Je m'appelle Blake Potter. Chris est le beau-père de ma fiancée. On voyait bien que c'était une famille heureuse. Les enfants étaient épanouis. Papa, j'adore traire les chèvres. Mais devoir déménager dans le Missouri à cause du Covid, ce n'est pas forcément facile. Surtout quand on a perdu beaucoup d'argent. Les premiers mois, on a pris le temps de prendre nos marques. Ensuite, j'ai décroché un poste de psychothérapeute à mi-temps. Chris a décidé de faire l'école à la maison. On construisait notre vie de rêve. Papa! Le 19 mai 2022, on s'est réveillé à 6 heures, on a bu un café, puis on s'est préparé. Je suis partie au travail et quand je suis rentrée, une grosse tempête menaçait d'éclater. Notre maison avait déjà été inondée. On s'est donc dépêché d'installer des barrières pour éviter une nouvelle inondation. On était à l'extérieur et on était trempés à cause de la pluie. Il m'a dit « Je vais aller prendre une douche ». J'ai dit d'accord et je suis rentrée pour surveiller les enfants. J'ai fait un peu de ménage, j'étais dans la cuisine quand Chris est sorti de la salle de bain. Je lui ai dit que j'allais traire les chèvres. Il m'a dit d'accord chérie. Je suis passée par le garage pour accéder au sous-sol et j'ai entendu une voiture démarrer et partir. J'ai couru à l'extérieur. La voiture de Chris n'était plus là et le portail était ouvert. J'ai demandé aux enfants « Où est parti votre père ?» Son fils a répondu « Il m'a demandé d'aller dans ma chambre. » C'est tout ce qu'il a dit. Il a acquiescé et il m'a demandé où il était allé. J'ai dit « Je ne sais pas, mon grand. » Je suis sortie de la maison. J'étais en colère. Chris ne faisait jamais ça. Il ne partait jamais sans m'embrasser et me dire « Je t'aime ». Il faisait pareil avec les enfants. C'était tout le temps comme ça. Je me suis assise devant la maison, j'ai appelé Zoé et j'ai dit « Chris est parti ». Il a laissé le portail ouvert. Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il a pris avec lui ?» J'ai jeté un œil sur la table et j'ai vu son portefeuille et son téléphone. J'ai dit « Il n'a pris ni son portefeuille ni son téléphone ». J'avais le pressentiment qu'il fallait que j'aille le chercher. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'ai appelé une amie pour qu'elle vienne s'occuper des enfants. Je lui ai dit, je vais aller faire un tour à la rivière. C'était comme une intuition au fond de moi. S'il avait besoin de calme, c'est là-bas qu'il irait se réfugier. Il aimait être en communion avec la nature.
C'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas pour retrouver mon mari. J'ai conduit jusqu'à la rivière. C'était à moins de 2 kilomètres de la maison. J'ai vu sa voiture. Je me suis garée. J'ai senti une odeur de chèvrefeuille. C'était sa fleur préférée. J'ai traversé la route et j'ai regardé dans la voiture. Elle n'était pas verrouillée. Les clés étaient sur le contact. Il n'y avait rien à l'intérieur et il n'était pas là. Je n'ai vu aucune trace de pas aux alentours. Cette rivière, c'était l'endroit où on emmenait les enfants pour se baigner. C'est assez profond par endroits. La voiture de Chris a été retrouvée non loin de l'autoroute 28 et de la rivière Gasconade. C'était très alarmant. La Gasconade est l'une des rivières les plus dangereuses de la région. Elle est assez profonde et le courant est puissant. De nombreuses personnes s'y sont noyées. Sa voiture était là et Chris était introuvable. Vu la proximité de la rivière, on s'imagine tout de suite qu'il a pu être emporté par le courant. Le niveau de l'eau était monté après la tempête. C'était donc encore plus périlleux que d'habitude. À ce moment-là, tous les pires scénarios me sont venus à l'esprit. Je ne savais pas quoi penser. Je ne savais pas quoi ressentir. Je ne savais pas quoi faire. 1000 pensées fusaient dans ma tête. Qu'est-ce qui avait pu se passer? Il pouvait avoir été emporté par les flots, il pouvait s'être accroché à une branche, il pouvait être sur le point de se noyer. Étant donné les circonstances de la disparition de Chris, le temps était compté. Le bureau du shérif du comté de Pulaski a réagi au quart de tour. Mais à cette heure de la journée, il faisait déjà sombre et la forêt était particulièrement dense. C'était vraiment compliqué de chercher quelqu'un. Le lendemain matin à 9h, un enquêteur est venu s'entretenir avec moi. Il allait organiser des recherches. J'étais soulagée. Une équipe de 50 officiers a été mobilisée. Si Chris était dans cette rivière, il y avait des chances qu'il soit encore en vie. Plus tôt on le retrouverait, plus il aurait des chances de survivre. Quand la fin de l'après-midi approchait, j'ai décidé d'appeler l'enquêteur. Il m'a dit qu'il venait de rentrer. Ils avaient cherché Chris pendant environ 6 heures. Il m'a dit, on a fouillé partout. On a utilisé des drones. Ils ont suivi la rivière sur 5 kilomètres de part et d'autre de l'endroit où était garée sa voiture. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de sa présence. Les recherches étaient axées sur la rivière. Les officiers l'ont scrupuleusement fouillée. Ils ont suivi la rivière sur 8 kilomètres à la recherche de vêtements ou tout objet ayant appartenu à Chris, mais sans succès. Il n'était pas utile d'aller plus loin que ça parce que la Gasconade est particulièrement sinueuse. Il était peu probable qu'un corps ait pu être emporté au-delà de tous ces virages. Il aurait été arrêté par des branches ou il serait coincé dans un tourbillon. Aucun élément n'a été récolté. Sans aucun vêtement et sans trace de pas, la piste est devenue une impasse. Il n'avait aucune raison de partir. Pourquoi? Quand Chris a une baisse de morale, il reprend très vite le dessus. Mais les événements de ces dernières années l'avaient énormément affecté. Avant sa disparition, il avait perdu de son énergie. Le projet immobilier était tombé à l'eau à cause du Covid. Il m'a dit plusieurs fois qu'il regrettait de ne pas avoir réussi à créer cet empire qu'il rêvait de pouvoir léguer à ses enfants. Chris n'avait plus de travail. Le Covid avait tout balayé sur son passage. Ses revenus étaient descendus en flèche et il peinait à payer leurs factures parce qu'il n'avait plus de source de revenus. Je dirais qu'après la pandémie, tout est parti en fumée. Toutes ces maisons avaient été saisies. Ça lui avait mis un coup au moral. C'était un homme fier. Je suis sûre qu'il était blessé dans sa fierté.
De nombreuses personnes s'imaginent pouvoir déménager à la campagne et changer drastiquement de mode de vie. En réalité, ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Chris faisait l'école à la maison. C'était une pression qui venait s'ajouter au reste. Avant son départ, il était dans un état constant de dépression. D'après ma mère, il n'arrivait pas à sortir la tête hors de l'eau. La dernière fois que je l'ai vu, il broyait du noir. La semaine précédant sa disparition, il m'avait dit qu'il ne voulait plus continuer comme ça. Je lui ai dit, c'est-à-dire, tu sais, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, je le ferai. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mais il n'arrivait pas à me dire ce qui n'allait pas. Il peinait à communiquer. Mais je sentais que quelque chose lui pesait. Quelque chose de très lourd, dont il n'a pas réussi à me parler au cours de la semaine. Je ne sais pas si c'était un problème extérieur ou simplement des idées noires. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et je ne comprends toujours pas. Je ne savais pas quoi faire. Je sentais que quelque chose avait changé. Chris devait douter de lui depuis des mois avant qu'il ne disparaisse. Il devait ressentir une anxiété grandissante, une peur qui lui tordait le ventre. Il se répétait qu'il était un raté et qu'il avait condamné sa famille. Ça le rongeait de l'intérieur. Il se demandait s'ils allaient s'en sortir dans les Ozarks. C'est devenu une peur paralysante. Ce que sa famille a considéré comme une rupture était en fait un sentiment présent depuis des mois. Chris se demandait si leur vie à la ferme allait fonctionner. Je pense que le suicide est une piste très probable dans cette affaire. J'ai tout de suite pensé à un suicide. Il avait laissé son portefeuille et son téléphone, et il avait conduit jusqu'à la rivière. Mais j'ai vite rayé cette hypothèse de la liste. Quand je l'ai connu, j'étais dans une période très sombre de ma vie. Il me disait souvent, « Est-ce que tu veux que j'explique à tes frères et sœurs pourquoi leur grande sœur n'est plus là ?» Ça m'a beaucoup marqué. Je ne pense pas qu'il ait pu se suicider. Il était du genre à toujours se battre face à l'adversité. Il voulait rénover le sous-sol. Il voulait devenir notaire. Il avait plein d'idées et de projets. Pourquoi aurait-il fait autant de projets si c'était pour ne jamais les réaliser? Mon mari n'était pas du genre à faire des plans sur la comète. C'était un homme de parole. Je ne pense pas qu'il ait été suicidaire. Déprimé, ça c'est certain, mais pas suicidaire. Je n'y crois pas une seule seconde. Le jour où j'ai retrouvé sa voiture à la rivière, je ne me suis pas dit qu'il avait commis un suicide. Jusqu'à ce jour, je n'y crois pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ce n'était pas un suicide. La police a fait des recherches 10 jours plus tard. Il y avait des gardes forestiers, des agents de la circulation, des équipes en bateau. On a fait appel à des chiens policiers pour tenter de retrouver la trace de Chris. Ils ont reniflé une piste qui s'éloignait de la voiture et qui se dirigeait vers l'autoroute. Là, la piste s'arrêtait brutalement. Les chiens policiers ont senti l'odeur de Chris et la piste les a menés jusqu'à la route. Ensuite, elle s'est évaporée. Je me suis tout de suite imaginé qu'il était monté dans une voiture. Il n'a pas pu s'évanouir dans la nature. On ignore dans quelle voiture il aurait bien pu monter. Qui était le conducteur? Et pourquoi ne nous a-t-il pas contactés? Le bureau du shérif du comté de Pulaski a fouillé la voiture de Chris. Rien ne semblait alimenter la piste criminelle. Pas de sang, aucun signe de lutte ou de violence. Le seul élément qu'on ait trouvé, c'est un mégot de cigarette. C'était une marque que ni Chris ni moi ne fumions. J'ai trouvé ça bizarre. Quelque chose nous échappait. Ce mégot de cigarette est le seul indice qu'on ait dans cette affaire. Il a toute son importance. Le mégot de cigarette retrouvé dans la voiture de Chris pousse à penser qu'une tierce personne pourrait être impliquée. Qui cela pourrait-il être? Était-ce quelqu'un qui lui voulait du mal? Comme la piste olfactive menait jusqu'à la route, on en a déduit que quelqu'un l'avait pris en voiture.
Je pense que Chris a pu être poussé à vouloir s'éloigner le plus possible de la maison, dans le but de protéger sa famille. La piste olfactive découverte par les chiens va jusqu'à la route et s'arrête là. Il y a donc deux possibilités. Chris a pu monter dans une voiture de son plein gré, ou bien on l'a forcé à le faire. Quelqu'un a pu le jeter dans son coffre avant de repartir. La façon dont Chris a quitté son domicile le jour de sa disparition est très inquiétante. Il a laissé son portefeuille, son téléphone portable, il a abandonné ses enfants, il n'a dit à personne où il allait et il a laissé le portail ouvert. Étant donné les circonstances, il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un homicide. L'endroit où on vivait était fréquenté par des consommateurs de méthamphétamine. 6 mois avant sa disparition, Chris s'était réveillé à 4 heures du matin parce que les chiens aboyaient. Chris est allé à la porte d'entrée et il a vu quelqu'un sortir de la maison avant de s'éloigner dans l'allée. La personne est ensuite entrée dans une voiture rouge. Peut-être que c'était des gens qui avaient remarqué qu'on faisait des rénovations et qui se sont imaginés qu'on avait de l'argent ou du matériel qu'ils auraient pu nous voler. Je ne sais pas. Mon mari les a suivis et il leur a parlé. Il leur a demandé de ne plus mettre les pieds sur notre propriété. Il a dit, c'est chez nous. Vous n'avez rien à faire là. On a des animaux, on a des chiens, on a des enfants. Les Ozarks est un très bel endroit, mais malheureusement, il est rongé par la drogue. La consommation de méthamphétamine a explosé dans les années 90 et au cours des 10 dernières années, ce sont les opioïdes qui ont pris le relais. Ça a été 2 coups durs à la suite pour la région. Quand Alisha et Chris se sont installés dans les Ozarks, ils ont découvert un nouvel ordre social. Il y a de nombreux toxicomanes là-bas et beaucoup de crimes liés à la drogue. Dès qu'une famille arrive, elle devient la nouvelle cible. Est-ce qu'ils ont des objets de valeur? Qu'est-ce qu'on peut leur voler? Chris et Alisha en ont fait l'expérience directe. Un individu a pénétré sur leur propriété, un homme qu'ils ne connaissaient pas. Que faisait-il là? C'était sans doute quelqu'un qui voulait prendre la température, savoir s'ils avaient des armes, si on pouvait facilement les cambrioler, dévaliser leur maison, voler leurs objets de valeur. On ne sait pas ce qu'ils voulaient. Mais cet incident pourrait avoir un rapport avec l'affaire. Après ça, pendant 6 mois, dès que cette voiture passait devant chez nous, les personnes à l'intérieur nous klaxonnaient, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils nous faisaient des doigts d'honneur. C'était surréaliste. Pourquoi? Pourquoi était-il même entré chez nous? Un jour, Chris en a eu assez. Quand je suis sortie, je l'ai vu près du portail. Il était en pleine dispute avec le type de la voiture. Je n'entendais pas ce qu'il disait, donc je me suis approchée. Le type a dit, si vous n'aviez pas d'enfant, je mettrais le feu à votre maison. Il a aussi menacé de le tuer. Mais après ça, il ne s'est plus rien passé. Alisha a affirmé qu'il n'y avait eu aucune dispute récente avec les voisins. Il n'avait subi aucune autre altercation avec des junkies ou des consommateurs d'opioïdes. Mais ça reste une piste. Dans des endroits comme celui-là, régis par la loi de la jungle, il est tout à fait possible que ce genre de choses arrive à nouveau. Quand j'étais là-bas, je n'ai rien remarqué qui sortait de l'ordinaire. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. J'en ai parlé aux enquêteurs et ils ont pris la piste au sérieux. Mais ça n'a rien donné. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu le forcer à quitter son domicile ou à sortir de sa voiture. Le Chris que je connais aurait tout fait et n'importe quoi pour se défendre contre quelqu'un qui aurait voulu lui chercher des noises ou qui aurait voulu entrer sur sa propriété. Il avait des armes, des fusils et des pistolets. Il était du genre à protéger sa famille à tout prix. Cette affaire reste très obscure. Il aurait pu arriver n'importe quoi à Chris. Le 2 juin, j'ai reçu un appel de l'enquêteur. Il avait parlé à la mère des enfants et elle voulait venir les récupérer. Ça faisait 1 an et demi qu'elle ne les avait pas vus. À Peoria,
Elle avait demandé à voir les enfants. À cette époque, elle avait dit à Chris qu'elle avait emménagé avec quelqu'un. Chris voulait connaître le nom de famille de cet homme. Elle n'a pas voulu le lui donner. Un week-end sur 2, elle demandait à avoir les enfants. Chris demandait le nom de son compagnon et elle refusait de lui donner. Il lui a dit « Tant que je n'ai pas de nom, tu ne verras pas les enfants. » 5 mois plus tard, elle lui a finalement donné son nom de famille. Il lui a dit « Ça fait 5 mois que tu ne les as pas vus. Leur rendre visite tous les 36 du mois leur fera plus de mal que de bien. Prends un avocat et on se retrouve au tribunal. Ils ont besoin de stabilité. Ils restent avec moi. » Elle n'a finalement jamais pris d'avocat et elle n'est jamais venue chez nous pour essayer de voir ses enfants. Personne de sa famille n'est venu. Puis, on a déménagé dans le Missouri. Quand Chris a disparu, elle m'a appelé. Elle m'a dit « Je veux récupérer mes enfants. Je viens les chercher demain à 8 heures tapantes. » Je me suis dit que c'était une très mauvaise idée de les perturber autant. Je lui ai dit « Tu te rends compte que leur père vient de disparaître? Ils sont déjà complètement bouleversés. Et tu veux les arracher à la seule famille qu'ils connaissent? Les séparer de leur sœur? Leur enlever la mère qui partage leur vie? » Mais c'était peine perdue. Le soir, j'ai passé le plus de temps possible avec eux. J'ai profité de chaque instant. Ils sont allés dormir. Le lendemain, au petit déjeuner, je leur ai expliqué ce qui allait se passer. Ils criaient et me suppliaient de ne pas les laisser partir. Je les ai confiés à leur mère. Je ne les avais jamais vus pleurer aussi fort. Je ne me sens pas à l'aise de parler d'elle. Je n'ai rien de positif à dire à son sujet, surtout avec ce qui s'est passé après la disparition. On n'a pas beaucoup d'informations concernant le conflit entre Chris et son ex-compagne. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la disparition de Chris? La question se pose. Comment l'ex de Chris a-t-elle su qu'il avait disparu? Pourquoi était-elle au courant? Je ne sais pas exactement comment l'ex de Chris a appris sa disparition. Quand elle m'a appelé le 2 juin, je lui ai posé la question, mais elle n'a rien voulu me dire. En tout cas, elle était au courant. On a appris grâce à Facebook qu'elle était dans le Missouri, à 1 heure de chez nous, le week-end de sa disparition. Elle était venue pour une course de quad ou quelque chose comme ça. C'est étrange qu'elle ait été si proche au moment où mon mari a disparu. Pour toute disparition, le mobile est un élément clé. S'il s'agit d'un acte criminel, qui pourrait en être responsable? Pour désigner des suspects potentiels, il faut se pencher sur les ex avec qui la rupture a été mouvementée. Si on s'intéresse à la relation passée de Chris, on remarque que la rupture ne s'est pas faite à l'amiable. Ils se sont disputés la garde des enfants. Ça pourrait être un mobile. Est-ce que ça veut dire que son ex est coupable? Non, mais c'est un élément à garder en tête. Pour moi, l'ex-compagne de Chris est suspecte. L'enquêteur a dit qu'il ne l'avait eue au téléphone qu'une fois. Elle n'a jamais rappelé. Ça me dérange qu'elle ne puisse pas nous donner plus d'informations. J'aimerais que l'enquêteur l'interroge. Elle et son petit ami. Je suis certaine qu'ils cachent quelque chose. Ça nous empêche d'avancer. Il est tout à fait possible qu'il ait choisi de quitter son domicile de son plein gré. Peut-être a-t-il voulu commencer une nouvelle vie. On sait que le mégot retrouvé ne correspond pas aux cigarettes que fumait Chris. On doit donc considérer l'hypothèse d'une autre personne à ses côtés. Qui a fumé cette cigarette dans sa voiture? Est-ce qu'il entretenait une relation cachée? J'ai fouillé son profil Facebook, sa boîte mail, son historique d'appels. J'ai remarqué que des emails avaient été supprimés. Sa boîte mail n'affichait rien jusqu'au 19 mai. J'ai trouvé ça très bizarre. Mon mari ne supprimait pas ses mails. Mais avant le 19 mai, il n'y en avait aucun. Pourtant, il communiquait régulièrement par mail. J'ai trouvé ça louche.
Quand j'ai regardé sur son téléphone, rien ne semblait avoir été effacé. Son profil Facebook était toujours actif, tous les messages étaient là, mais pas d'email. La police n'a rien pu faire. On nous a dit, si les mails ont été supprimés, il n'existe aucun moyen de les récupérer. Ces emails manquants prouvent bien qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Tout d'abord, Chris n'aurait jamais trompé quelqu'un qu'il aimait. Et on était amoureux l'un de l'autre. Toutes les relations qu'il avait eues avant s'étaient terminées parce que ses ex l'avaient trompé. Ça lui a fait beaucoup de mal. Et je sais qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il n'y avait pas d'autre femme dans sa vie. Au début, je me suis dit, s'il s'est passé quelque chose entre lui et Alisha, ou que la vie à la campagne était trop dure, il a peut-être pris le large pour respirer un peu. Chris avait 30 ans et des poussières. On voit souvent des hommes être frappés par ce qu'on appelle la crise de la trentaine et fuir leur domicile. C'est assez commun, ça arrive tout le temps. Il faut garder ça en tête. J'ai cherché Chris partout. Je suis même allé dans le Missouri pour fouiller leur ferme. Je connaissais sa maison par cœur, tous les recoins et toutes les cachettes qu'il avait construites, et rien n'avait bougé. Ensuite, en consultant ses avis d'imposition, j'ai pu avoir les adresses de ses propriétés à Peoria. Je suis allé voir, mais tout était fermé. En passant devant, j'ai vu que toutes les maisons avaient été saisies. Je suis allé jusqu'à Pékin, le quartier où il vivait plus jeune, et j'ai parcouru Memorial Drive. J'ai jeté un œil à son ancien appartement, mais sans succès. Je n'ai rien trouvé. Je ne pense pas qu'il soit retourné là-bas. Sa tante est partie à sa recherche. Elle est allée du côté de notre ancienne maison, dans sa ville natale. Elle a essayé de regarder dans les maisons qu'il louait. Elle a vraiment exploré toutes les pistes possibles. Un jour, Chris s'était enfui de chez lui et elle l'avait retrouvé sur un parking, dans sa voiture. Elle était tellement déterminée à le retrouver qu'elle a refait le même itinéraire au cas où. Elle a vraiment remué ciel et terre. C'est pratiquement impossible de retrouver quelqu'un dans les Ozarks. C'est l'endroit idéal pour disparaître sans laisser d'adresse. C'est une région sauvage, au terrain accidenté. Il n'y a que peu d'habitants, donc peu de témoins. Pas de caméras de surveillance. Toutes ces circonstances réduisent drastiquement les chances de retrouver Chris. 9 mois après la disparition de Chris, on est allé s'installer dans le Missouri. En mars 2023, je suis allé passer un entretien d'embauche à Lebanon. Sur la route du retour, je conduisais sur la voie de gauche et j'ai vu un homme au volant d'une camionnette sur ma droite. C'était le portrait craché de Chris. Il avait les mêmes mimiques. Il riait en se balançant d'avant en arrière. J'aurais juré que c'était Chris. Malheureusement, le temps que je réagisse, j'avais déjà pris la sortie et lui s'était dirigé vers une station-service. Et si c'était lui, j'avais peut-être manqué l'occasion de lui parler. Cet événement amène à penser qu'il est peut-être toujours en vie. Peut-être qu'il a bien disparu de son plein gré pour commencer une nouvelle vie. Peut-être a-t-il pris la fuite avec quelqu'un. Il fallait que j'appelle l'enquêteur pour qu'on retrouve mon mari. Si Blake a vu quelqu'un qui ressemblait à Chris, alors que tout le monde le cherchait, pourquoi n'a-t-il pas pris le temps d'aller lui parler? Pourquoi ne pas avoir tout simplement suivi le véhicule? Il aurait pu se faire passer pour une vieille connaissance pour voir si c'était vraiment lui. Je me suis dit qu'en réalité, il n'a même pas pris la peine d'essayer. À sa place, j'aurais sauté dans ma voiture pour le suivre et peu importe qu'on m'arrête pour excès de vitesse, j'aurais suivi cette camionnette jusqu'au bout. Si j'avais vu Chris, je ne l'aurais pas lâché d'une semelle. J'aurais dû m'arrêter à la station-service. Je regrette de ne pas l'avoir fait. J'aurais dû réagir plus vite.
Et si c'était vraiment lui? Depuis, je retourne à cette station-service tous les soirs après mon travail en espérant revoir cette camionnette. Je n'ai jamais recroisé sa route. J'ai cherché partout, mais elle s'est volatilisée. Plusieurs personnes disent avoir vu Chris, dont Blake, le petit ami de ma fille. J'étais à l'animalerie quelques semaines plus tard. La caissière avait affiché un avis de recherche. Elle m'a dit, un client m'a juré qu'il était persuadé d'avoir vu Chris à Lebanon. On l'a aperçu 2 fois dans la même ville. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. On l'avait vu à côté de chez nous, à 50 minutes de route. Ça nous a remplis d'espoir. Mais s'il était si proche, pourquoi ne nous avait-il rien dit? Malheureusement, ces témoignages manquent de détails. Ils n'apportent aucun élément concret. Ce ne sont que des on-dit. J'ai appelé l'enquêteur pour lui parler de ces témoignages. Plusieurs mois plus tard, on s'approchait de la date anniversaire de la disparition. Et je l'ai rappelé pour lui demander ce qu'il attendait pour suivre cette piste. Il m'a dit, c'est difficile de chercher quelqu'un si on n'a rien pour l'identifier. J'ai demandé, avez-vous contacté les témoins? Il n'a pas voulu me donner de réponse claire. Je n'ai jamais su s'il l'avait fait ou pas. Je pense que la police de Pulaski a baissé les bras depuis bien longtemps. Mais nous, on n'abandonnera pas. Qu'est-ce qu'un enquêteur peut faire de plus? On n'a pas de corps, aucune pièce à conviction, seulement quelques témoins qui pensent l'avoir aperçu. Comment faire avancer l'enquête? Les forces de l'ordre estiment peut-être qu'il a disparu volontairement. Quand ces gens ont dit l'avoir vu, j'ai eu du mal à croire qu'il puisse être si près de nous, sans pour autant rentrer à la maison. Je ne sais pas quoi en penser. Mon mari n'est pas comme ça. Il ne serait jamais à la fois si près et si loin de sa famille. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi croire et je ne sais pas quoi en penser. C'est à n'y rien comprendre. Je ne crois pas mon mari capable d'abandonner ses enfants. Même si notre couple battait de l'aile, ce qui n'était pas le cas, il n'aurait jamais fait ça à ses enfants. Il ne les aurait pas abandonnés. Je ne pense pas qu'il soit parti par choix. Chris a disparu depuis 1 an et aucun nouvel élément n'a fait surface. On ne sait pas si l'enquête est toujours en cours. Il est plus que jamais important de faire parler de l'affaire. Plus les gens connaîtront son visage, plus on aura de chances de le retrouver. C'est aux médias de faire cet effort. En mars, une amie m'a parlé d'un podcast appelé Vanished. Je leur ai envoyé l'histoire de Chris. Si personne ne voulait en parler, j'allais le faire moi-même. J'avais juste besoin d'un coup de pouce. Ma mère a été contactée par les créateurs du podcast Vanished. Elle était ravie, parce que ça nous offrait une visibilité qu'on n'avait pas encore eue. On s'est donc concentré sur ce projet. Dès que quelqu'un lui demande l'autorisation de parler de l'affaire, elle accepte volontiers. Alicia avait besoin d'aide et je lui ai tendu la main. La police n'a rien fait. Tout le monde doit ouvrir l'œil. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le retrouver. Alicia a besoin d'aide et on doit retrouver Chris. J'espère que le podcast pourra nous apporter de nouvelles informations. Je remercie tous ceux qui acceptent de diffuser notre histoire. Chris mérite qu'on se mette à sa recherche et qu'on le ramène à la maison. On doit y mettre tout notre cœur. Aujourd'hui,
Chris a disparu depuis plus d'1 an. Une chose est sûre, on ne baissera jamais les bras. On est tous là pour lui, comme il était là pour nous au quotidien. Moi, je ne laisserai jamais tomber. Depuis 14 mois, je n'ai pas cessé de chercher mon mari. Je ne cesserai jamais. Mes enfants méritent des réponses, et moi aussi. C'est difficile de s'occuper d'enfants quand on ne va pas bien. Et c'est tout aussi difficile de chercher son mari. J'ai dû prendre une décision. Soit ce drame allait me tuer, soit il allait me rendre plus forte. J'ai décidé qu'il allait me rendre plus forte. Je pense qu'il était stressé et déprimé et qu'il avait besoin de se retrouver seul. Je ne pense pas qu'il soit en danger. Je ne crois pas qu'on l'ait forcé à faire quoi que ce soit. Mais personne ne peut vraiment dire ce qui s'est passé. La seule hypothèse à laquelle je ne crois pas, c'est le suicide. Je suis persuadée qu'il ne s'est pas suicidé. La piste criminelle ne doit pas être écartée, mais il est aussi fort probable qu'il s'agisse d'une dépression nerveuse. Il est parti avec l'intention de revenir. Il voulait faire une pause. Mais 1 an et demi plus tard, où est-il? Pourquoi on ne l'a pas retrouvé? L'affaire n'a pas énormément été relayée. Elle n'a pas dépassé les frontières de l'État. Elle n'a pas fait les gros titres. On n'a pas assez d'éléments pour savoir ce qui est arrivé à Chris. C'est un véritable mystère. On a besoin de lui. Ses enfants ont besoin de lui plus que personne. Il mérite de grandir avec un père. Mon mari était mon meilleur ami. Je voudrais dire à Chris qu'il est temps de rentrer. La vie n'a aucune saveur sans lui. Chris est aimé par beaucoup de gens. C'est un père et un mari fantastiques. Je pense que quelqu'un nous cache quelque chose. Si vous savez quoi que ce soit, appelez le bureau du shérif. Les enfants ont besoin de savoir où est leur père.